La lutte contre la chenille, c'est une vieille histoire chez nous. Dans les années 70-90, c'était du traitement chimique, on ne se posait pas trop de questions. La campagne se faisait en général une année sur deux. Et puis dans les années 2000, il y a des évolutions sociétales, on commence à se poser des questions sur les produits chimiques, il y a des avancées aussi au niveau des réglementations phytosanitaires. Donc là on est parti, on s'est donné bonne conscience, on s'est dit tiens, et puis le bacille, ce matin on en a parlé pour le moustique, on s'est donné bonne conscience en se disant on va faire du traitement microbiologique. Donc là, toujours pareil, l'hélicoptère, toujours pas jour-nuit sur l'hélicoptère. Donc quand on faisait 750 hectares sur Saint-Brévin-les-Pins, c'était 750 hectares en plein, sur des espaces urbanisés. En 2011 est tombé un arrêté ministériel en terminer l'hélicoptère. Et bien là, on a vu se déployer des moyens terrestres, donc sur des pick-up turbines, sur des lances hyperbars. Le problème, c'est que 750 hectares, c'était plus jouable. Là, on a commencé à se dire, il y a un souci, il va falloir qu'on raisonne nos pratiques, parce qu'on ne pourra pas traiter les mêmes surfaces. C'est pas possible. Ce qu'on faisait en une journée d'hélicoptère, on ne pourra pas faire les mêmes surfaces avec un pick-up. Donc il y a eu une substitution du traitement aérien par du traitement terrestre. Et puis, je vous rappelle, pour ceux qui étaient là à l'époque, 2013, la Chambre syndicale, en 2013, elle a fait intervenir Jean-Claude Martin. Oui. Jean-Claude Martin, un des spécialistes qui a travaillé sur la chenille processionnaire et qui nous a présenté les travaux de l'INRA. Parce que Romain nous a présenté le cycle. Et à travers ce cycle, on s'aperçoit qu'à la limite, la chenille, on peut la piéger à plein d'endroits. Alors que nous, on s'était focalisé pendant des années uniquement sur un traitement chimique, même microbiologique, si vous voulez. Et ces travaux, quand moi je suis revenu, et puis qu'on a discuté un petit peu avec Marc, on s'est dit, mais il faut vraiment qu'on s'approprie ça, et puis qu'on travaille un peu plus avec les collectivités locales. Donc Polynice 44, avec ses agents, ont travaillé à diffuser des messages auprès des collectivités. Donc ça, c'est pas si vieux que ça, fin de compte. Ça remonte à 4-5 ans. Et donc on propose toujours du traitement terrestre, sur certaines zones, celles qui sont accessibles, celles où il y a du public. Là où il y a une pinède et puis qu'il n'y a personne qui rentre dans la pinède, bah écoutez, on laisse le papillon faire son boulot, hein. Qu'est-ce que vous voulez, on peut pas tout traiter économiquement, c'est pas possible. Donc on fait des choix. Et puis en récupérant les données de l'INRA, on a travaillé sur le piégeage du papillon. On a travaillé sur l'éco-piège, on reviendra dessus. Et on a travaillé également, jusqu'à travailler sur les nichoirs mésanges. Et effectivement, on a eu un très bon retour de certaines collectivités. Je reprends la Baule-les-Pins, je reprends Saint-Brévin-les-Pins, parce qu'il y a des enjeux importants. Il y a du tourisme. Donc nous, derrière, Bionéo, alors vous allez me dire, on va en arriver à Bionéo, parce que pour l'instant, on est au niveau lutte collective. Donc Bionéo, derrière nous, on est une SARL, on est prestataire de services. Donc on a récupéré, entre guillemets, le cheminement et puis tous ces conseils qui ont pu être donnés auprès des collectivités locales. Et puis là, je vais rebondir sur ce qu'a dit Stéphane tout à l'heure. On ne peut intervenir correctement que si on a du personnel qui est correctement formé. Alors jusqu'à présent, la formation, je la faisais en interne. C'est-à-dire que c'est moi qui diffusais les messages auprès de mon équipe. Et puis cette année, on a choisi de faire intervenir un super formateur qui est dans la salle, donc Nicolas Didiche, d'Innovation d'ailleurs. Et c'est vrai qu'un message apporté par une tierce personne en dehors de sa propre équipe, ça a eu une connotation beaucoup plus importante. Donc tous les ans, de toute façon, on fait un apport théorique aux équipes, parce qu'il y a des jeunes, il y a des nouveaux, on remet tout le monde au diapason. Mais l'idée, quelque part, c'est que nos meilleurs ambassadeurs, ce sont avant tout nos techniciens. Alors nous, chez nous, effectivement, contrairement à ce qu'a dit Stéphane, nous, il n'y a pas de commerciaux. Donc pour moi, mes meilleurs commerciaux, ils sont là, dans la salle. C'est ceux qui vont poser les éco-pièges, c'est ceux qui iront poser les nichoirs, c'est ceux qui feront les traitements au bacille. Donc la clé de voûte, formation du personnel. Et puis après, en reprenant nous aussi, comme l'a fait Polynice, les travaux de Jean-Claude Martin, présentés en 2013 lors des travaux de la CS3D, aujourd'hui un devis chenille, c'est une étude technique. C'est pas une solution, c'est des solutions. Donc ça veut dire qu'il faut aller sur le terrain,
Il y a une demande, moi je ne sais pas, pour une maison de retraite. Donc l'idée, ça va être de prospecter l'ensemble de la zone, de comprendre ce qui se passe, de définir les niveaux d'infestation, le nombre d'arbres, le nombre de cocons. Alors je parle du nombre de cocons parce que Stéphane l'a bien dit aussi, le client, parce qu'on parle bien de client, il va être beaucoup plus sensible quand le risque est là. Et qu'est-ce qu'il voit le client? Lui, ce qu'il voit, c'est les cocons. Donc il va être très sensible au moment où il va y avoir les cocons, et il va être très sensible quand il va y avoir les descentes. Quand vous allez leur parler de chenilles processionnaires au mois de juillet ou au mois d'août, tout le monde s'en tape un peu le coquillard, il n'y a pas de cocons dans les arbres, tout va bien, ça va bien se passer. Petite précision, à l'heure actuelle, les observations qu'on a de terrain, puisqu'on a commencé les traitements, l'année s'annonce comme un très bon cru. Il y a beaucoup plus de cocons que l'année dernière. Donc on va devoir définir des niveaux de fréquentation par le public. Souvent, je reprends mon idée tout à l'heure, si la pinède n'est pas fréquentée par le public, il n'y a peut-être pas intérêt à déployer des moyens super sophistiqués et coûteux pour tout le monde. On va devoir déterminer des niveaux de risque et de contraintes techniques. Ah oui, tous les arbres n'ont pas la même hauteur. Donc on va devoir définir aussi le niveau d'exigence du client. Et puis derrière, effectivement, on va aboutir à une préconisation avec plusieurs activités possibles à lui proposer. Et ce sera au client de voir et de valider effectivement ce qu'il va retenir, puisque derrière, il y a quand même le nerf de la guerre, c'est le coût financier. Et on va voir qu'un traitement microbiologique n'a rien à voir avec les solutions alternatives qu'on va pouvoir proposer. Ça ne va pas aussi vite et ça coûte beaucoup plus cher. Donc on va détailler le cycle. Donc là, en ce moment, on y est. Hein. Nos équipes ont commencé à travailler, donc de septembre à aller jusqu'à janvier, on va faire des traitements BT. Donc globalement, on a des gros problèmes quand même avec ce type de traitement. On a des gros problèmes, c'est les délais de réentrée, les dérives de produits. Il est évident que quand on est sur des espaces urbanisés, on va avoir des soucis de voisinage. Donc on a des équipes qui sont effectivement un petit peu incendiées. Les gens ne cherchent pas à comprendre qu'on travaille avec un produit microbiologique, ce qu'ils voient aussi qu'il y a une odeur qui traîne. On a des gars qui sont en combinaison. Donc il y a tout de suite cette montée en charge par rapport aux risques produits phytopharmaceutiques. On a un gros problème aussi maintenant, qui est de plus en plus marqué, on n'en a pas parlé au niveau des cycles, mais c'est la désaisonnalité des cycles. Avant, c'était réglé comme du papier à musique, alors que maintenant, on a des cycles qui sont complètement déphasés, et le problème, c'est que la durée de vie du traitement n'est que de 8 à 10 jours maximum. Le problème aussi, c'est que de septembre à janvier, c'est vrai que là, on a un super BT indien, mais globalement, on va rentrer dans des périodes où il y a du vent, il y a de la pluie, il peut y avoir des gelées, donc c'est des journées où on ne peut pas travailler, on ne peut pas avancer, il faut occuper quand même les équipes techniques, c'est pas forcément toujours très simple. Je ne peux pas traiter microbiologiquement, par contre, mes arbres ne sont pas très hauts, ils font une quinzaine de mètres. Bah, écoutez, la meilleure formule peut-être, c'est peut-être purement et simplement l'échenillage mécanique. Romain l'a rappelé, les chenilles, en pleine journée, sont dans les cocons. Par contre, attention à bien protéger le personnel, parce qu'effectivement, il y a des gros risques de sensibilisation avec ces fameux poils urticants. Alors d'ailleurs, souvent, le personnel, c'est pas vraiment pendant l'intervention qu'il se contamine, c'est des fois lors du déshabillage. Donc effectivement, parce que les vêtements ont des poils urticants et que le personnel rentre en contact avec les poils. Donc là, c'est une méthode, par contre, qui est courante dans ma œuvre. Ah oui, petite... Je pense que beaucoup d'entre vous et beaucoup d'entre nous font de la destruction de frelons à l'aide de cannes carbone, enfin, de cannes, même en aluminium. Et ça veut dire que ces cannes, aujourd'hui, nous, on les valorise. Une fois qu'on a fini la saison frelon, elles sont équipées, en fin de compte, d'échenilloirs. Et aujourd'hui, on est capable d'écheniller jusqu'à une quinzaine de mètres de hauteur, à partir du sol. Par contre, va se poser à un moment donné aussi la gestion du déchet. Qu'est-ce qu'on fait de tous ces nids qui ont été collectés? Je vous rappelle qu'en France, tout feu en fond de cours est strictement interdit. Donc, le problème, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Si vous les mettez dans les bennes à la déchetterie,
Je pense qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui viendra vous rappeler parce que toutes les chenilles sont en train de se balader dans la déchetterie. Mais les déchets, je reviendrai un petit peu plus loin dessus. Donc on n'a pas pu écheniller, les arbres sont trop hauts. On a peut-être une autre solution, c'est les fameux éco-pièges. Donc les pièges à chenilles. Donc effectivement, Romain l'a rappelé, les chenilles vont faire leur procession uniquement en descendant par le tronc. Donc attention quand même aux arbres qui ont des branches, d'un point de vue configuration, qui descendent très bas, ou qui touchent d'autres arbres. Globalement, on a trouvé quand même cette solution intéressante, et en plus c'est quelque chose qui, d'un point de vue service, va assurer du suivi technique. Parce que quelque part, effectivement, qu'est-ce qu'on fait des sacs? Et surtout, le dispositif, cette fameuse couronne qu'on va positionner, on va la positionner, nous, on la laisse pour 4 ans environ. Donc ça veut dire que l'arbre va quand même grossir, il va y avoir de la pluie, il va y avoir du vent, il va y avoir des épines de sapin. Donc cette couronne va s'encrasser. Si on veut qu'elle continue à fonctionner correctement, il va falloir venir l'entretenir. Donc la nettoyer, la dégager, refaire l'étanchéité avant la procession suivante, récupérer le vieux sac et remettre un sac neuf. Chez nous, ça s'appelle la formule confort. Donc ça veut dire que quelque part, surtout quand on est sur des populations qui sont vieillissantes, la Pont-les-Pins, Saint-Brévin-les-Pins, on est sur des zones touristiques, je le répète, c'est des gens qui acceptent assez facilement ce type de choses. Ça peut être des maisons de retraite aussi. Par contre, vous comprenez bien que, j'insiste avec les maisons de retraite, les responsables de maisons de retraite, ils n'aiment pas prendre trop de risques avec les anciens. Mais c'est pareil dans les cours d'école. Ouais. Donc après va se poser par contre là aussi la gestion du déchet. Qu'est-ce qu'on fait de ces sacs, hein, puisqu'on est quand même sur un déchet à la rocaille, qu'on ne tient pas de produits chimiques à la base. Alors je vous dis bien à la base parce que je vais vous présenter quelque chose qui va peut-être choquer certains, mais aujourd'hui on peut valoriser également un certain type de terreau lié à une autre activité. Mais qu'est-ce qu'on fait de ces sacs? Parce qu'il y a des poils urticants dedans, donc on ne peut pas les mettre n'importe où non plus. Il ne faut pas qu'ils soient ouverts par une tierce personne. Tu les envoies à la concurrence. Ouais. Ou autrement, on les fait détruire. Alors là, ça c'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment nous valorisé. On a du mal. Mais aujourd'hui, au niveau du réseau Polynie, c'est surtout utilisé pour faire du monitoring, pour savoir quand est-ce que sont les vols nuptiaux, pour faire des comptages, alors que c'est une technique qui pourrait être utilisée pour piéger les papillons mâles. Donc il faut les implanter autour du mois de juin, et ils vont rester dans les arbres jusqu'au mois, quasiment jusqu'à fin août. Enfin, ça dépend aussi des zones géographiques dans lesquelles on se trouve. Et il faut une certaine densité de pièges, ce qui fait que ça en fait un coût relativement important. Donc là, il y a vraiment des préconisations à suivre, par contre. C'est plus technique qu'il n'y paraît. Il faut que le piège soit à une certaine hauteur, il faut qu'il soit bien dégagé pour permettre l'accès aux papillons. Puis je vous rappelle que dans ce piège, il y a une phéromone. Parce qu'en formation certibiocide, j'ai quand même vu des entreprises qui mettent des pièges à phéromones sans phéromone. Ah, le patron n'a pas filé les capsules. Moi je veux bien, on a beau mettre de l'eau et un peu d'huile, ça n'a jamais remplacé la phéromone du papillon mâle. Après on dit on n'a rien pris, ça ne marche pas. Donc ça c'est... On en a mis quelques-uns en place, c'est pas notre tasse de thé, on n'a pas forcément eu des résultats intéressants. Par contre, tout le monde a pu entendre parler de la confusion sexuelle avec les systèmes d'utilisation de paintball. Là, on reste juste en observation, on attend de voir ce que ça peut éventuellement donner. Personnellement, on n'a pas testé. Et puis, le dernier maillon, c'est la lutte intégrée. Donc, avec mise en place... donc, je vous rappelle que l'INRA travaillait sur ce sujet. Ils étaient arrivés en 2013 à nous proposer une densité de nichoirs qui était sur la base de 8 nichoirs hectares. Et vous voyez que progressivement, ils ont augmenté. Et aujourd'hui, ils font une préco à 15 nichoirs hectares. Mais derrière ces nichoirs à mésanges,
il y a effectivement de l'entretien à faire. Il y a des gens qui préfèrent tout sous-traiter. Donc ça peut être aussi là de l'activité pour les agents chez nous de venir nettoyer les nichoirs à la saison, là, avant la fin de l'hiver, pour que le nichoir soit à nouveau réutilisé au printemps suivant. Donc c'est relativement coûteux, par contre c'est quelque chose qui est très bien vécu par les populations et je pense que ça c'est quelque chose qui peut être utilisé en termes de communication. Je pense qu'on ne communique pas assez aussi et qu'on n'explique pas assez pourquoi on fait les choses. Parce qu'au niveau des... Là je vais reprendre encore les écoles et les maisons de retraite, mais c'est des choses qui peuvent être utilisées. Je sais que Christine, elle est dans la salle et elle en a commercialisé dans des maisons de retraite. Pendant 3 jours, ça a occupé les anciens. Ils ont peint, ils ont mis des fleurs dessus. Bah ouais, puis ils sont contents de leur boulot parce que c'est joli. Et puis en plus, après il faut leur apprendre qu'il ne faut pas nourrir les mésanges si on veut qu'elles mangent des chenilles. Donc ça, c'est autre chose. Alors j'en arrive aux déchets. Alors je sais que Gilles Pris a fait un article dans le dernier NPI, je vous invite à le lire, sur le traitement des nids d'hyménoptères. Donc moi, ce que j'ai reçu, ce que j'ai retenu, mais ce qu'on fait nous déjà depuis qu'il y a des PAC en Loire-Atlantique, des plans d'action collectifs, nous on a obligation de récupérer tous nos nids traités chimiquement. C'est une obligation pour protéger la biodiversité. C'est lié à une recommandation d'une note de la DGAL. Donc aujourd'hui on a fait un terreau. Et le problème, la question s'était posée, qu'est-ce qu'on fait de ce terreau? Parce qu'effectivement on a fait des analyses dessus. Et 6 mois après, on a encore de la deltamétrine, de la permétrine et de la tétramétrine, entre autres. Et bien avant, on achetait le terreau pour mettre dans les écopièges. Maintenant, on n'achète plus le terreau. On utilise notre terreau de frelon, qui est un terreau très léger en plus, pour mettre dans les sacs d'écopièges. Et dans tous les cas, la finalité, ce qui n'a pas été utilisé ici, les sacs qui sont ici, tout ça finira à l'incinérateur. C'est-à-dire qu'on a traité en fin de compte avec un centre de retraitement de déchets. Donc en l'occurrence ici on est chez Arc-en-Ciel, hein, on est sur la cité navale de Couëron. Et donc l'année dernière on a dû évacuer, alors je vous donne un poids global annuel, entre les nids de chenilles processionnaires, qu'on a coupé les cocons, les sacs d'écopièges, le terreau de frelon qui n'a pas pu être utilisé, et nos restes de raticides, on a mis 2 tonnes 400. 2 tonnes 400 à l'arrivée entre 300 et 400 € de tonne pour en fonction, parce que j'ai 2 incinérateurs. Un pour La Roche-sur-Yon et un autre pour la Loire-Atlantique. Alors il ne faut pas me dire que ça coûte non plus une fortune. Si on a fait 2 tonnes 4, ça veut dire aussi que quelque part, il y a eu de la presta. Mais quelque part, vis-à-vis des collectivités locales avec lesquelles on travaille, ça apporte quand même une certaine image. Je vous rappelle que tout déchet dangereux ne peut ni être jeté dans les ordures ménagères, ni dans les réseaux d'égouts, ni enfoui, ni brûlé. Tu as stocké, tu ramènes une fois par an? Comment tu fais ton histoire? Non, on ramène, globalement, on a 3... Sur la Vendée, j'ai 2 passages annuels, et sur la Loire-Atlantique, je suis sur la base de 3 passages à peu près. Ça dépend du volume qu'on a à stocker. Tu les gardes dans des fûts? Les nids de chenilles sont stockés en sac fermé. Et après, tout est ainsi. Alors par contre, je ne vous cache pas que le jour où il y a un sac qui est percé, on se retrouve avec des chenilles qui se baladent. Mais l'idée, c'est de ne pas mettre non plus d'insecticides. Ce document, les points clés de la lutte contre la processionnaire du pain, je vous rappelle que ça, c'est téléchargeable sur le site de l'INRA. Ça reprend tous les éléments qu'on a vus ensemble. Ça vous donne les plus, les moins. Vous pouvez vous approprier, si vous le souhaitez, tous les éléments techniques qu'on a abordés. Enfin, en conclusion, ce que je veux dire, c'est que bien connaître un bioagresseur, c'est essentiel pour nos équipes, pour appréhender et expliquer pourquoi ils font les choses. Ça nous permet d'adapter les méthodes de lutte à l'environnement dans lequel on va évoluer. Il n'y a pas une solution, mais des solutions, j'espère que vous l'avez compris, et que c'est vraiment une lutte intégrée et responsable. Quelque part, ça apporte un petit peu, ça redore un peu notre blason. On porte quand même une étiquette, même si elle n'est pas avouée comme ça, de tueur. Enfin, je me rappelle, moi, quand mes filles à l'école, on leur demandait qu'est-ce qu'ils font ton papa et ta maman, tueur de rats.
Moi, il me demande. Hein? Toi, il ne te demande plus. Donc, quelque part, c'est une image valorisante pour nos équipes. Hein, quelque part, on est en train de rentrer dans une autre dimension vis-à-vis de nos métiers. Donc voilà, je vous soumets cette phrase-là. Et puis, je vous remercie pour votre attention.